et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Août se finit. Avec ses valises pleines de livres, ses carnets qui ont noirci au soleil et ce sable qui glissait entre les pages. C'était le temps des cappuccinos glacés, des lectures paresseuses et des histoires qui voyageaient avec nous. Alors avant de céder la place à la rentrée et aux contraintes de la vie, faisons encore durer un peu cette période estivale. Installez-vous et laissez l'été vous accompagner encore un instant. Commençons par la chronique lecture. Alors, quel est mon bilan sur ce mois d'août 2025 ? Quel est le nombre de livres que j'ai lus ? Eh bien, ce mois-ci, j'ai encore fait un bon vidage de palle en sortant 10 livres de ma palle 2025 et en les lisant, tous presque en entier. Alors, pour le premier livre, on va commencer par le premier livre, qui est un tome 1 de la trilogie de la bibliothèque, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, publié chez Brajlon, que j'avais commencé fin juillet et que j'ai fini du coup sur début août. Donc du coup, ça compte en tout cas dans le bilan du mois d'août. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans une grande bibliothèque, même la grande bibliothèque, et les personnages principaux, ceux dont on a les points de vue durant l'histoire, sont Livira et Evar. En résumé, la plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leurs histoires s'entrelacent alors, cœur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. On va, pour mon avis, commencer par saluer la beauté physique de ce roman. Dorures élégantes, superbes jaspages, magnifiques illustrations de bibliothèque, signé Tom Roberts, un véritable bijou qui fera son effet dans ma bibliothèque. Passons maintenant à l'histoire. Alors, ce n'est pas un livre qu'on lit à la légère. Il faut être bien reposé, avoir du temps devant soi et être prêt à plonger dans un univers d'une richesse et d'une complexité fascinante. On suit le point de vue de 2 personnages principaux, découvrant tour à tour leur histoire, leur évolution, puis leur rencontre. C'est prenant, parfois émouvant, mais toujours captivant. Les enjeux liés à cette rencontre se déploient dans un monde marqué par les guerres et les pertes. La narration prend son temps. Certains pourront trouver le rythme un peu lent, mais pour les amateurs de world building approfondi, cette lenteur est un atout, permettant de savourer chaque détail. L'intrigue complexe finit toujours par revenir à sa thématique principale, et c'était bien. Le tome 2 m'attend déjà dans ma palle, et je suis impatiente de le découvrir. Mais je vais savourer un petit peu l'attente. Je préfère ne pas en dire davantage car c'est une aventure qui se savoure pleinement, page après page, surtout si vous aimez les univers denses et les personnages profondément attachants. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois d'août, c'est le tome 2 de Vaisseau d'Arcane, l'Empire des Abysses d'Adrien Thomas, publié moi dans ma collection chez Folio Fantasy. C'est un roman du genre fantasy, steampunk, qui se déroule entre l'Empire et Schema, notamment. Les personnages principaux, en tout cas dans ce deuxième tome, les personnages principaux sont Sophina et Solal, Nîmes, Gabado, Magnus et bien d'autres. Il y a énormément de personnages. Je vais pas vous faire le résumé du tome 2 parce que bon, ça risquerait de vous spoiler, mais je peux vous refaire un point sur le tome 1 que j'avais déjà lu précédemment. Donc,
le résumé du tome 1. Enfin, je l'avais lu, je l'avais écouté en audio. Au Grimmark, la magie peut foudroyer en un éclair. Ses victimes, les touchés, ne sont plus jamais les mêmes. Ils possèdent une incroyable puissance, mais leurs esprits sont à jamais anéantis. Lorsque son frère Solal est frappé par l'arcane, Soph, infirmière raisonnable et sans histoire, décide de tout risquer pour le sauver du destin de servitude qui l'attend. Dans leur fuite éperdue à travers les steppes infinies et les forêts boréales, ils découvriront un monde sublime et redoutable. Mais leur liberté est vue comme un affront, leur existence même comme un blasphème. Dans leur ombre, des factions s'affrontent, tissant autour d'eux un écheveau de machination dont elles tirent les fils avec une virtuosité machiavélique. La magie n'est pourtant pas une puissance qui se dompte. Alors, comme il s'agit du tome 2, pour mon avis, je ne vous divulgacherai pas l'intrigue, bien entendu. Mais sachez que si vous aimez les histoires complexes, les complots politiques, vous serez comblés. Ce deuxième tome vient conclure avec efficacité et satisfaction cette très chouette duologie. Cependant, le fait d'avoir un an qui s'écoule entre les 2 tomes, et compte tenu de la densité des intrigues politiques et du grand nombre de personnages, j'ai trouvé que cette lecture était un peu plus exigeante que l'écoute audio du tome 1. Mon avis sur celui-ci est à retrouver d'ailleurs sur l'épisode du mois de mars 2025. Peut-être que si je l'avais également écouté, je m'en serais peut-être moins rendu compte. Malgré cela, j'ai passé un bon moment. L'histoire se termine de manière claire et satisfaisante et j'ai obtenu toutes les réponses que j'espérais. Si vous aimez les récits riches en complots politiques, avec un point de vue développé des différents camps, alors cette série devrait beaucoup vous plaire. Troisième livre que j'ai lu au mois d'août, c'est le tome 3 de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud dans la collection 9 de l'École des loisirs. C'est donc un roman jeunesse qui, pour ce tome 3, se situe sur la ligne du train entre Belle-Écorce et le Grand Nord, et les personnages principaux sont Bartholomé et Archibald de Renard, son oncle. En résumé, l'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent à l'approche de la fête de Yule. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord pour assister aux aurores boréales. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald sur l'Étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Alors pour mon avis, quel bonheur de retrouver la famille Renard et tous leurs amis. Quel bonheur aussi de retrouver la plume délicate de Michael Brun-Arnaud et les splendides illustrations de Sanoé. Dans ce troisième tome, nous partons à la recherche des parents de Bartholomé, le neveu d'Archibald, le libraire qui est le héros principal des 2 premiers tomes. L'aventure se déroule à bord d'un train pas comme les autres, doté d'une bibliothèque qui traverse de nombreuses villes. Chaque arrêt est l'occasion de découvrir de nouveaux paysages, de goûter à de nouvelles saveurs et surtout de faire de belles rencontres. Le tout dans une atmosphère chaleureuse de fête de fin d'année. Certaines rencontres marquent plus que d'autres et permettent d'aborder des sujets forts, comme le deuil, la dépression, mais aussi les maladies handicapantes qui peuvent bouleverser le quotidien. La plume de l'auteur, toujours poétique, sait mettre des mots simples et justes sur des mots, MAUX, profonds, sans jamais alourdir le récit. Pour tous les amateurs, petits et grands, de romans sensibles et justes, qui osent parler de thèmes importants avec douceur, cette série est un petit trésor. Il n'y a que 4 tomes, alors lancez-vous sans hésiter. Le 4e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le 10e et dernier tome de la série Les Détectives du Yorkshire, appelé Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman dans la collection La Bête Noire de Robert Laffont. C'est un cosy mystery qui se déroule à Bruncliffe, dont les personnages principaux sont notamment Delilah et Samson. Alors, je vous fais forcément sur 10 tomes, je vais
pas vous faire le résumé du tome 10 parce que on arrive au dernier tome, donc du coup beaucoup de choses vont vous spoiler. Mais je vais vous rappeler le résumé du tome 1 que je vous avais fait dans l'épisode du book club sur le Cozy Mystery, si mes souvenirs sont bons. Donc, en résumé du tome 1 de la série Les Détectives du Yorkshire. La mort est aveugle. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Broncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson, et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Alors mon avis sur ce dernier tome de série, eh bien j'ai repoussé autant que possible la lecture de ce dernier tome car je n'étais pas prête à dire au revoir à ces personnages qui m'ont accompagnée si longtemps. 10 tomes de Cozy Mystery, 10 tomes de lecture savoureuse et de bons moments. Il est difficile de les laisser partir. Cette série a été pour moi comme un bon thé bien corsé, mais en même temps délicieusement doux. On le savoure, on le laisse infuser et chaque gorgée réchauffe le cœur. Sans rien vous révéler de l'intrigue, je peux simplement vous dire que si vous aimez les Cozy Mystery, les héros attachants, la solidarité et l'amitié dans une ambiance de petit village anglais, alors vous allez adorer. C'est avec des larmes de joie que je laisse Samson et Delilah poursuivre leur nouvelle vie. Le simple fait de savoir que je peux les retrouver à tout moment en relisant les tomes précédents me réjouit déjà. C'est dire à quel point cette série m'a marqué. Alors si vous hésitez encore, lancez-vous sans attendre. 10 tomes, la série est terminée, ça se lit vite. Et pour un avis plus détaillé, je vous invite à écouter l'épisode 2, donc c'est bien cela, du book club qu'on avait consacré au Cozy Mystery. Le 5e livre du mois d'août, c'est le 3e et dernier tome de la série Les Jumeaux Croche-Mort, appelé Damnation, publié chez Flammarion Jeunesse, et l'autrice c'est Cassandra O'Donnell. C'est du genre fantastique jeunesse, qui se déroule à Whispertown, et les personnages principaux sont Silence et Oriel Croche-Mort. Alors, il y a 3 tomes. Je ne vais donc pas vous spoiler le résumé ni du tome 2 ni du tome 3. Je vais vous faire celui du tome 1. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Oriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux Croche-Mort ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Alors pour mon avis, j'ai adoré cette trilogie. Et ce dernier tome offre une fin spectaculaire, parfaitement maîtrisée. Ce fut un vrai régal de lecture. Sans trop vous en dévoiler, sachez que si vous aimez les ambiances gothiques, les mystères à élucider et les personnages terriblement attachants, vous tomberez forcément sous le charme de cette série. Avec sa plume, Cassandra O'Donnell distille à merveille le malaise, l'angoisse et la peur. L'intrigue est finement construite, les indices arrivent au compte-gouttes, chaque révélation trouvant sa place au moment juste, les descriptions riches et immersives vous plongeront directement dans l'univers de Silence et Oriel. Suivre ces jumeaux étranges est un pur bonheur de lecture. L'ambiance sombre et oppressante contraste magnifiquement avec la lumière qu'apporte leur personnalité. On ne peut que les aimer, les soutenir et crier pour les avertir quand un danger rôde dans l'ombre. Une trilogie à découvrir absolument. Et pour un avis plus détaillé, je vous invite à écouter l'épisode coup de cœur que je leur ai consacré en août 2024. Passons maintenant à ma 6e lecture, qui s'est portée sur le tome 8 de la série Assoiffé, nommée Exilé, de Tracy Wolff, publiée chez PKJ. C'est une série qui est entre l'urban fantasy et la fantasy.
Là, dans ce tome 8, ça se déroule à Adari et les personnages principaux sont Grace et Hudson. Je ne vais effectivement pas vous donner le résumé du tome 8, mais je vais vous refaire le résumé du tome 1. Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà simple mortelle au milieu des vampires, des loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent. Au point d'espérer ma mort ? Que faire ? Alors, de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât ? Donc, comme pour tous les autres livres de ce mois d'août, je ne vais pas vous divulgacher l'intrigue, mais simplement vous partager mon ressenti par rapport à ce tome et à la série dans son ensemble. Tout d'abord, Assoiffé est une saga que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Autant pour ses personnages variés et attachants que pour ses chapitres courts, ses multiples points de vue et son univers d'urban fantasy riche et captivant. L'humour de l'autrice et ses nombreuses références musicales présentes tout au long de la série ajoutent également beaucoup de charme à la lecture. Entre le tome 7 et le tome 8, on suit deux des personnages principaux que l'on retrouve dans un autre décor, cette fois-ci entièrement de fantaisie. Cela permet d'apporter des éclairages intéressants sur certains moments clés des premiers tomes. Toutefois, je me suis parfois demandé si ce détour n'était pas un peu superflu. Malgré tout, j'ai passé un agréable moment et je reste curieuse de découvrir la suite pour savoir jusqu'où Tracy Wolff nous emmènera. Avec une série qui comptera près de 10 tomes, je crois, dans la version française, il faut parfois s'accrocher pour suivre toutes les péripéties, mais pour ceux qui ont aimé les débuts, les tomes 7 et 8 valent le détour. Plus de romance, plus de Enemies to Lovers et un approfondissement toujours plus riche de cet univers foisonnant. Alors si vous avez apprécié les premiers tomes, n'hésitez pas à poursuivre l'aventure. Le 7e livre. On avance. Alors, c'était le 2e et dernier tome de la série Emblème, Le secret d'Archronde, pour ce tome 2, de Ina Ciel, publié chez Naos. C'est un roman de fantasy qui se déroule entre 3 comtés, Naturalia, la Scientifica et Exotica. Les personnages principaux sont Cécile Wenberg et Ereb d'Aigremort. Résumé du tome 1. L'accroche, arpenter un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré des cabinets de curiosité et peuplé de personnages inoubliables, meurtris et faillibles, dans une atmosphère Green Academia. Ereb d'Aigremort ne quitte jamais son manoir, traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. C'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumet à Cécile, car il est le seul qui correspond aux critères étranges de la jeune roturière fortunée. Ereb accepte la proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le cercle des géographes qui organise des expéditions de prestige vers Exotica, une terre peuplée de créatures magiques. Ereb compte bien y retrouver les racines de son passé, alors que Cécilie souhaite profiter de l'escale à la Scientifica, une terre de science et de progrès, pour échapper au carcan que Naturalia impose aux femmes. Lorsqu'il découvre que le véritable enjeu est de ramener la magie d'Exotica à Naturalia, il se retrouve pris au piège de complots politiques qui les dépassent. Donc, si vous avez déjà écouté mon avis sur le premier tome, dans l'épisode du mois de mai 2025, vous savez que la fin m'avait laissé le cœur en miettes. La fin du tome 1. Autant dire que je n'avais qu'une seule hâte, retrouver ces personnages que j'adore et plonger à nouveau dans leur univers si riche et fascinant. Alors sans rien vous révéler, je préfère vous partager, comme pour tous les autres, mon ressenti global sur cette duologie. J'ai tout simplement adoré. L'intrigue est palpitante,
Les péripéties tiennent en haleine et mettent nos héros à rude épreuve. Chaque scène est décrite avec une telle intensité que l'on savoure pleinement chaque instant de lecture. C'est une histoire à la fois belle et touchante qui aborde des termes parfois difficiles, mais toujours traités avec justesse et sensibilité. En résumé, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette duologie vraiment chouette. Laissez-vous emporter, vous ne serez pas déçus. Ma 8e lecture s'est portée sur le tome 2 de la série Une braise sous la cendre, dont le titre est Une torche dans la nuit, de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans l'Empire, avec comme personnages principaux Laia, Elias, Hélène et bien d'autres. Le résumé du tome 1. Laia est une esclave, Elias est un soldat. Aucun d'entre eux n'est libre. Sous l'Empire martial, la défiance est synonyme de mort. Ceux qui ne dédient pas leur sang et leur corps à l'empereur risquent l'exécution des personnes qu'ils aiment et la destruction de tout ce qui leur est cher. C'est dans ce monde brutal, inspiré de la Rome ancienne, que Laia vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Sa famille survit comme elle peut dans les allées sombres et pauvres de l'Empire. Elle ne défie pas l'Empire. Ils ont vu ce qui arrive à ceux qui osent le faire. Mais quand le frère de Laia est arrêté pour trahison, Laia doit prendre une décision. En échange d'aider les rebelles qui ont promis de secourir son frère, elle doit risquer sa propre vie pour jouer les espionnes à l'intérieur même de la plus grande académie militaire de l'Empire. Là-bas, Laia rencontre Elias, le soldat le plus doué de l'école, et secrètement le plus réticent. Elias ne veut qu'une chose, se libérer de la tyrannie qu'il se doit d'appliquer de par sa formation. Lui et Laia réalisent rapidement que leurs destinées sont étroitement liées et que leur choix pourrait bien changer le sort même de l'Empire. Alors, pour mon avis sur ce tome 2, donc à peine le premier tome terminé, je n'ai pas pu résister, j'ai aussitôt enchaîné avec le tome 2. Et à la fin de celui-ci, impossible de ne pas acheter le tome 3. Quant au tome 4, il rejoindra très vite ma palle, c'est certain. Je ne sais pas comment exprimer à quel point j'adore cette série et surtout ses personnages. Leur monde est dur, cruel, impitoyable, et pourtant on ne peut s'empêcher de s'attacher à eux, de souffrir et d'espérer avec eux. J'ai beau me dire que je ne devrais pas être autant impactée, je le suis totalement. Ce deuxième tome m'a bouleversée, un véritable coup de cœur, tout comme le premier. Sabaa Tahir maîtrise à la perfection l'art de l'ascenseur émotionnel. Entre tension, peur, espoir et désespoir, on ne ressort pas indemne de cette lecture. Si vous cherchez une histoire portée par un univers riche et parfaitement construit, avec des personnages profonds et terriblement attachants, prêts à tout pour leur liberté et leurs idéaux, alors cette saga est faite pour vous. Une torche dans la nuit m'a captivée du début à la fin et je ne peux que vous encourager à plonger à votre tour dans cette série. Et maintenant, ma 9e lecture. Enfin, plutôt écoute. Le tome 1 de l'intégrale en audio de la série Evie Wyld, Quand fainéantise rime avec magie de Helen Harper, chez Hardigan pour la version audio et chez Bookmark pour la version papier. C'est une urban fantasy qui se déroule sur Oxford, en Angleterre. Les personnages principaux dont on a les points de vue sont Evie Wyld et Raphael Winter. Le résumé du tome 1. Bon, soyons clairs, Evie Wyld n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique, malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Evie passerait ses journées affalée dans le canapé, devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche Arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Evie, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier, et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Alors, pour mon avis de ce tome
1. La version audio de cette histoire est une vraie réussite. J'ai beaucoup apprécié le choix des 2 voix distinctes, une pour les personnages féminins et une pour les personnages masculins. Cela ne correspond pas à un changement de point de vue narratif puisque toute l'histoire reste racontée par la voix d'Ivy, mais les dialogues prennent vie grâce à cette mise en scène vocale qui rend l'immersion totale. L'histoire est drôle, légère et captivante. Une lecture-écoute parfaite pour se détendre et se laisser emporter. On dévore ce premier tome sans effort. Les personnages sont attachants, chacun à leur manière, et la dynamique entre eux est tout simplement magique. On les suit avec plaisir dans leur enquête. Qui a volé quoi? Qui a tué qui? Et surtout pourquoi? On mène l'investigation à leur côté dans un univers où la magie s'intègre naturellement au quotidien et ça fait rêver. J'ai tellement aimé ce premier tome que j'ai déjà enchaîné avec le 2e. Pour les amateurs de belles éditions, sachez que Bookmark, la maison d'édition qui publie la série papier, a sorti une superbe intégrale en hardback avec Jaspage. Donc, si vous aimez rire, enquêter, plonger dans une histoire saupoudrée de magie, tout en vous attachant à un duo parfaitement complémentaire, cette série devrait vous séduire autant que moi. Et nous arrivons maintenant à mon 10e et dernier livre lu, ou en tout cas presque fini, sur le mois d'août. C'est le tome 2 de la série Le Lys de Feu, La Houle éclatante de Jacqueline Benson, publié chez Rivka en version papier, et moi je suis en train de lire la version en numérique. Alors c'est un roman de genre fantastique qui se déroule dans Londres et ses environs, avec comme personnages principaux Lily Albright, Lord Strangford, Dr Gardner, Robert H, Sam, etc., etc. En résumé du tome 1, toujours dans la même optique que tout le reste de mes livres, je ne vous donne que le tome 1 pour ne pas vous spoiler. Londres, hiver de 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance, Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot, affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Alors pour mon avis, je vous rassure d'emblée, pas de spoiler pour ce 2e tome du Lys de Feu. D'autant plus qu'il ne me reste qu'une 50aine de pages à lire au moment où j'enregistre cet épisode. Je n'ai donc pas encore fini le livre. Comme pour les autres lectures d'août, je vais plutôt vous partager mon ressenti général. Autant la découverte du premier tome avait été vraiment captivante en audio, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode de mai si vous ne l'avez pas encore écouté, autant j'ai eu un peu plus de mal à entrer dans ce 2e opus. Le livre commence pourtant par un résumé détaillé du tome 1, et ça, c'est une excellente idée, qui nous replonge dans l'histoire, nous rappelle les personnages et les principaux événements. Mais j'ai trouvé le début assez lent. Pendant une bonne centaine de pages, j'ai même cru que j'allais abandonner. On revient trop souvent sur des éléments déjà mentionnés dans le résumé, ce qui casse un peu le rythme et rend la mise en place fastidieuse. Heureusement, une fois ce cap passé, tout s'enchaîne beaucoup mieux. On retrouve enfin l'alchimie entre les personnages et l'intrigue reprend de l'élan. Elle se densifie, dévoile davantage de choses sur les dons et leur utilisation et redonne à l'histoire cette intensité que j'avais tant appréciée dans le tome 1. En bref, si l'idée d'une quadrilogie ne vous effraie pas, je pense vraiment que cette série mérite qu'on s'y attarde et qu'on lui laisse le temps de déployer tout son potentiel. Car arrivé à ce stade, l'intrigue devient bien plus palpitante et je retrouvais le plaisir de lecture qui m'avait séduite dès le départ. Passons maintenant à la 2e partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Écrire en plein été, c'est parfois un défi. On veut profiter, on se laisse distraire par la chaleur, les vacances, le rythme qui ralentit, et pourtant, certaines pages naissent justement de ces moments suspendus. Alors pour pour cette chronique d'écriture du mois d'août 2025, je vous pose une grande question et plein de petites. Est-ce que les saisons influencent votre manière d'écrire vos textes ou vos romans ? Avez-vous un carnet d'été ?
une sorte de cahier sans pression où vous notez une impression, une phrase volée au soleil, un détail observé au bord de l'eau. De mon côté, je n'en ai pas. Mais certains ont des carnets de journaling où ils peuvent écrire tout ce qui leur passe par la tête et surtout tout ce qu'ils ressentent à un instant T de leur vie d'autrice. Encore une dernière question. Est-ce que l'été nourrit votre plume ? La chaleur, les bruits, les odeurs, les couleurs, tout cela change-t-il votre écriture ? Certains écrivent mieux quand il fait froid et sombre, d'autres trouvent l'inspiration dans la légèreté de l'été. En ce qui me concerne, je crois que j'écris plus et mieux pendant les saisons froides. Ces moments où la météo nous enferme à l'intérieur, où la nuit tombe plus vite. L'été, au contraire, j'ai souvent envie d'autre chose. La preuve, sur ces 3 mois d'été, je n'ai écrit que grâce au challenge d'écriture que je me suis lancé en juillet. Si ça vous intéresse, je vous en parle donc dans l'épisode du mois de juillet. Mais en août, à rien, ou presque. Je crois que j'ai fait une séance d'écriture. C'est pas grand-chose. J'avais pourtant prévu d'écrire pendant mes vacances, de retrouver un rythme pour avancer sur mon texte. Et spoiler alert, pas du tout. Enfin, si, comme je vous disais, j'ai fait une petite séance d'écriture en 12 jours de congé. Autant vous dire que je n'étais pas très fière de moi, surtout après tous les efforts du mois de juillet. Et le pire, c'est que j'ai culpabilisé. Pourtant, j'avais besoin de temps, de lâcher prise, de vivre autrement. J'aime écrire, j'aime raconter des histoires, mais parfois, j'ai juste envie, ou besoin, de faire autre chose. Et je ne devrais pas culpabiliser pour ça. Entre le boulot, les projets, les lectures, la famille, ce n'est pas toujours simple de trouver un vrai temps pour soi. Et avoir du temps ne veut pas forcément dire écrire. Ça peut aussi vouloir dire se reposer, ralentir. En août, je n'ai pas écrit. J'ai lu beaucoup. J'ai essayé de me reposer avec plus ou moins de succès. J'ai peu dormi, j'ai fait des insomnies, des cauchemars, j'étais tendue. Et malgré les vacances, j'ai ressenti plus de fatigue que de bénéfices. Du coup, le retour au travail a été une vraie claque. Et pas dans le bon sens du terme. J'aurais dû accepter que les vacances sont faites pour se reposer, pas pour rattraper tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Résultat, je me retrouve à avoir besoin de vacances après mes vacances. Le comble. Alors ce mois-ci, ma chronique n'est pas vraiment une chronique d'écriture, mais plutôt une réflexion sur le fait de lâcher prise, comme si vous étiez mon propre journaling. Oui. Avoir des objectifs, des projets, c'est bien. Mais les vivre comme une contrainte, ce n'est pas la solution. On finit par noircir le tableau au lieu de recharger les batteries. Mon conseil, à vous comme à moi, c'est de savoir renoncer. Au moins quelques jours. Ne pas chercher à tout faire, à tout rattraper. Parfois, le meilleur choix, c'est vraiment de se reposer et d'en ressentir les bienfaits avant de repartir. De mon côté, je vais essayer de m'accorder ce temps, même si ce n'est pas facile pour retrouver de l'énergie et reprendre mon projet de fantaisie. Je veux lui donner toutes ses chances, même si ça prendra du temps. Il ne sera pas parfait, mais il sera écrit. Et ensuite, je pourrai le relire, le corriger, le couper, le développer, bref, le rendre meilleur. J'espère ne pas avoir trop plombé votre morale avec cette chronique un peu triste ou nette, mais je crois que c'est important aussi de partager les coulisses, les hauts comme les bas, de la vie d'écrivain. Et pour vous, écrire en été, est-ce une contrainte ou une liberté ? Est-ce rattraper le temps perdu ou au contraire ralentir pour mieux observer ? N'hésitez pas à me partager vos propres expériences en m'écrivant à ducappuccinoetdelivres@gmail.com. Nous pouvons passer maintenant à la 3e partie de ce podcast, la chronique, mais pas que. Alors, ce mois-ci, je vais vous partager... en vrai, ça fait 3 chaînes Booktube, mais il y en a une qui a 2 chaînes légèrement différentes, donc ça fait 3 chaînes, on va dire, en résumé. Alors, la première chaîne Booktube que je voulais vous présenter, c'est les Indélivrables,
que vous pouvez retrouver également sur Instagram à les_indélivrables. Laurine et Clémentine, dites Clem, 2 sœurs de 6 ans d'écart, animent avec complicité la chaîne Les Indélivrables. Ce qui me séduit particulièrement, c'est l'alchimie qui se dégage de leurs échanges. Chacune a ses goûts littéraires, ce qui permet d'explorer en un seul lieu des univers variés, allant de la romance et la romantaisie, aux littératures de l'imaginaire SFFF et au manga. Elles alternent entre vidéos en solo et épisodes en duo, ponctués de jeux littéraires, de challenges ou encore de book tags, ce qui apporte un vrai dynamisme à la chaîne. Leur spontanéité, leur authenticité et leur bonne humeur en font un rendez-vous aussi chaleureux qu'enrichissant pour tout amateur de lecture. La troisième chaîne que je voulais vous présenter, c'est Pikiti Bookin et Pikiti sans chichi. Stéphanie, alias Pikiti, anime avec passion 2 chaînes complémentaires où elle partage à la fois ses lectures et son quotidien d'auto-entrepreneuse. Grande fan de Stephen King, de thriller et de fantasy, mais pas seulement, elle nous entraîne, dans ses vlogs ou ses vidéos ponctuelles avec beaucoup d'humour et une authenticité rafraîchissante. Elle est d'ailleurs à l'origine du challenge du mois de la fantasy qui a lieu chaque mois de mai. Comme leur nom l'indique, Pikiti Bookin est dédié à l'univers des livres, tandis que Pikiti sans chichi met en lumière son activité de créatrice artisanale. Pochette à livres, marque-page en tissu, illustrabox, calendrier de l'Avent et bien d'autres merveilles, mais pas que. Elle nous parle aussi de ses puzzles, cahiers de coloriage, vie quotidienne, travaux, etc., etc. Toutes ces créations uniques sont également disponibles en édition limitée sur sa boutique en ligne, Pikiti Shop. Pour ne rien manquer, mieux vaut garder un œil sur ses actualités YouTube et sur son compte Instagram, Pikiti_sans_chichi. Avec son énergie communicative et sa créativité, Stéphanie propose un contenu riche à la croisée des livres et de l'artisanat qui mérite vraiment le détour. Et voilà pour mes dernières recommandations Booktube. J'espère qu'elles éveilleront votre curiosité et que vous prendrez autant de plaisir à les découvrir que moi. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des chaînes ou des podcasts littéraires à me conseiller, je serai ravie de les découvrir par mail ou sur Instagram. Passons à la dernière chronique de ce podcast, la petite question du jour. Grande question. En vacances, quel genre de lectrice êtes-vous ? Plutôt relecture doudou ou découverte totale en été ? Gros pavé ou plusieurs petits livres dans vos valises ? Le gros pavé pour une immersion totale avec un seul univers qui occupe tout l'été ? Plein de petits livres pour varier les plaisirs et s'adapter au moment volé, avec en plus le bonheur de picorer et de vider sa palle ? Saga ou one-shot ? Plonger dans une grande saga, un monde dans lequel se perdre, ou lire plusieurs one-shots plus courts pour varier ses lectures. En ce qui me concerne, eh bien ça dépend. Oui, je sais, ce n'est pas vraiment une réponse, mais j'avoue que cet été, je me suis laissée porter par mes lectures. Aucune relecture doudou, j'ai beaucoup trop de livres qui m'attendent pour ça. Et tenez-vous bien, 11 lectures en juillet, 10 en août, tout support confondu, papier, audio, BD. Autrement dit, un bel allègement de ma pile à lire, mais surtout une partie de l'été placée sous le signe des séries, continuer, avancer ou carrément les finir. Petit bilan chiffré de fin d'été, comme je vous disais, 21 livres au total, 11 en juillet, 10 en août, dont 2 pavés de plus de 600 pages, 2 livres audio pour mes trajets et les corvées ménagères, 2 BD découvertes, 3 one-shots, 5 sagas terminées, 3 sagas découvertes et commencées, et 4 autres bien avancées, mais pas encore terminées. Alors je n'ai pas voyagé cet été physiquement. Pas de valise à remplir, pas de dilemme cruel entre quelle lecture emporter et combien de kilos mon dos peut supporter. En vivant à la campagne avec les transports en commun, les bagages trop lourds, on oublie. Si j'étais partie, j'aurais sans doute pris ma liseuse et 1 ou 2 poches, pas plus. Mais en restant à la maison, j'ai eu la liberté de choisir ma lecture selon mon temps et mon humeur et de voyager dans des univers divers qui m'ont permis de m'évader ailleurs. L'été dernier et en février, j'avais tenté le Holy Book Day Challenge.
En résumé, pendant les vacances, on lit uniquement des petits livres, parfois en 24 heures, pour vider un peu sa palle. Cette année, j'ai changé de stratégie pour mes vacances. Je ne voulais lire que ce qui me faisait vraiment envie, tout en gardant bien entendu quelques surprises avec la palle mystère. En juillet, des histoires autour des bibliothèques, des académies et bien sûr des livres. En août, des tomes suivants. Résultat, j'ai avancé mes séries, en ai découvert de nouvelles et j'en ai terminé plusieurs. Avec cerise sur le gâteau, 4 vrais coups de cœur. Au fond, que vous soyez amateur de one-shot, de saga, de pavés ou de petits formats, l'essentiel reste le même. Trouver du bonheur en lisant. Vivre des aventures à travers les pages, rencontrer des personnages qu'on aime au point de partager leurs émotions comme si c'était les nôtres. Et n'est-ce pas finalement l'essence même de la littérature ? Allez, vous avez 4 heures, à vos crayons. Bon, plus sérieusement, vous, êtes-vous plutôt lecture doudou, pavé, ou plutôt découverte et petite lecture pour vos vacances ? Venez me le dire sur Instagram ou en m'écrivant à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Et voilà, dans cet épisode du mois d'août, je vous ai présenté mes 10 lectures de ce mois, ma chronique d'écriture sur le lâcher-prise, ma chronique mais pas que sur 2 booktubeuses que j'ai beaucoup regardées pendant l'été, 3 booktubeuses puisqu'il y a Laurine et sa sœur Clem, plus Stéphanie, ça fait 3 booktubeuses, que j'ai beaucoup regardées pendant l'été, et la petite question du jour sur la lectrice que j'ai été cet été. Voilà, c'était votre cappuccino glacé de l'été, dernier épisode de cette saison estivale. Que vous soyez en terrasse, de retour à la maison ou encore sur la route des vacances, les pieds dans l'eau, je vous souhaite de belles découvertes et surtout beaucoup de plaisir à lire, écrire et rêver. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et n'hésitez pas à me dire sur Instagram @jess_angel ou par mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com quels romans vous ont accompagné cet été et le type de lectrice que vous êtes. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, un grand merci pour votre fidélité et votre écoute. Je ne vous le dis pas assez, alors j'en profite pour vous remercier de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des Livres. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.